merci beaucoup à vous tous d'être ici. Merci beaucoup à Eric, merci à tout le Conseil scientifique indépendant, à tous ceux qui ont organisé cette journée. Je vais pas refaire tous les merci d'Eric, mais je me joins à cette gratitude-là. Je voudrais avoir un mot aussi pour ceux que vous ne voyez jamais du Conseil scientifique indépendant et qui sont les techniciens qui sont derrière. Vous avez entendu que Carole, avec Eric, participait à l'organisation du programme scientifique et l'organisation des interventions. Mais il y a aussi Stéphane qui fait les miniatures, Xavier qui fait la technique, et puis d'autres personnes qui sont là et qui n'ont pas forcément envie qu'on les cite, mais qui aident à ce que ça puisse avoir lieu. Et merci à Réinfo Liberté de nous aider en termes de financement pour les logiciels, pour pouvoir permettre l'émission. Et voilà. Et un grand merci à Réinfo Covid de nous avoir permis d'être ici aujourd'hui. Alors j'ai la tâche de commencer un petit peu sur cette santé de demain. En 20 minutes, quelque chose de court, mais j'aimerais vous faire prendre la mesure de la superposition des possibles qui existent encore. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'avenir est incertain. Mais quelques autres personnes, puissantes, riches, ont déjà dessiné pour nous quelle serait la santé de demain. Et la santé de demain, comme l'a dit Eric, c'est une santé où il n'y a pas d'humain, où on se débarrasse enfin des scories de l'erreur humaine, où on fait un système industriel de production et de consommation de biens et services de soins, optimisé, évalué, rationalisé et rentable. Chaque année, il y a une réunion à Chamonix qui s'appelle le CHAM. Le CHAM, le sous-titre est Inventing the Future of the Healthcare System. C'est presque comme nous. Mais vous imaginez que les calicots sont un peu moins artisanaux, qu'il y a un peu moins de colombes, un peu moins de cœurs et surtout pas d'humains. Et donc vous avez le patron de BlackRock, le patron de Vanguard, le ministre de l'économie pour le Future of the Healthcare System, le président de la République, Emmanuel maintenant, notre grand chef à tous, et puis quelques chefs de service ronflants de la Pitié-Salpêtrière et de Saint-Antoine. Et puis les majors de la data, beaucoup plus que les majors du médicament. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que bien sûr il y a le patron de Pfizer, mais il y a surtout le patron d'Amazon, de Google, de Facebook, de Microsoft. Et qu'est-ce qu'ils font ensemble? Ils se disent, le futur du système de santé, ce sera la e-santé. Et vous avez un bon article dans le Monde diplomatique de ce mois-ci, que vous pouvez lire, qui est sur les investisseurs de la e-santé. Et vous voyez retrouvez les Bernard Arnault, les Laurent Alexandre, les milliardaires et millionnaires dont on a l'habitude, qui sont nos capitaines d'industrie français, qui investissent massivement dans la e-santé. Mais c'est quoi la e-santé? C'est la smart santé. La smart santé, pour vous donner un exemple, je discute avec une infirmière de Grenoble il y a quelques semaines, qui me dit mon métier a changé. Désormais, je suis en pratique avancée. Je gagne un salaire qui a été multiplié par 1,2 à peu près. Je gagne un petit peu plus d'argent. Et j'ai une valise à 30 000 € dans laquelle il y a des objets connectés. Un ECG connecté, un tensiomètre connecté, un pupillomètre connecté, une webcam. Et moi, mon métier maintenant, c'est de connecter les patients. Et puis, il y a un médecin dans une tour à Grenoble qui regarde des écrans et qui sort une prescription. Et c'est ça la solution des gens du CHAM à Chamonix pour répondre aux déserts médicaux, pour répondre aux besoins de santé, pour enfin faire une santé propre. Mais c'est une santé où il n'y a plus de rencontres, où il n'y a plus d'humains. Et c'est l'errance, c'est ça qu'il y a dans la tête de nos dirigeants et de nos puissants. C'est l'idée que tout devrait être parfait. Et pour que ce soit parfait, il faut plus jamais qu'il y ait de rencontres. Alors vous avez cette réunion au CHAM, mais vous avez quelqu'un qui a influencé toute la politique européenne et la politique américaine et l'Occident dans son ensemble, qui s'appelle Clayton Christensen. Et Clayton Christensen, en 2010, fait une prescription pour les systèmes de santé. Mais c'est qui ce type? C'est celui qui a inventé le concept de disruption. Peut-être ça vous dit quelque chose. Et il est professeur à la Harvard Business School, pas la Harvard Health School, pas la Harvard Medicine School, la Harvard Business School. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous valorisez à la gravité des maladies. Vous avez des vieux qui se traînent, des gens avec des maladies rares, des maladies orphelines, des enfants avec des... arrêtez. Vous perdez du pognon. Ça marche pas votre truc. Vous êtes dans un double effet de ciseau. Vous avez de moins en moins d'argent. Vous avez de plus en plus de gens âgés et malades. Stop. On arrête ce système. Et à l'américaine, il va donner 4 recommandations.
Les Américains, c'est toujours très simple, très facile à retenir, et ça paraît d'extrêmement bon sens, quand on ne creuse pas. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous allez garder quelques services de médecine interne à l'hôpital et de réanimation, mais très peu. Vous allez effondrer l'hôpital. Et surtout, vous allez effondrer l'hôpital public. Vous allez garder quelques-uns de ces services pour faire semblant, et vous allez les appeler des magasins de solutions. Bon, c'est un businessman, hein, ils vendent des trucs, donc c'est un magasin de solutions. Puis ensuite, vous allez mettre en place des chaînes à haute valeur ajoutée. Une chaîne à haute valeur ajoutée, ce serait de dire, on va laisser le privé investir massivement dans des filières zéro défaut de prise en charge technique d'une maladie. Je vous donne un exemple. On prend quelqu'un qui a mal au genou, parce qu'il a de l'arthrose, il va passer un questionnaire, un e-questionnaire. Il va ensuite passer une IRM, une e-IRM, dont les résultats sont colligés et processés par un algorithme de processing de big data. Questionnaire, IRM, processing par un algorithme d'intelligence artificielle de big data, qui répond rouge, orange, vert. Pourquoi? Pour avoir une prothèse de genou, un nouveau genou. Rouge, orange, vert, c'est McKinsey, quoi. Hein. Le monde est simple. C'est toujours feu rouge, feu orange, feu vert. Feu vert, on vous change le genou. Mais ça tombe bien parce que, en plus, la clinique est possédée par celui qui fabrique les prothèses de genoux. Donc c'est quand même souvent vert. Et puis ensuite, vous passez dans les mains d'un technicien d'anesthésie, d'un technicien de chirurgie. Pourquoi est-ce qu'on s'emmerderait avec un chirurgien et un anesthésiste? Prenez un gars lambda dans la rue, vous lui faites faire 300 fois sur simulateur, sur cadavre, puis sur les gens, et puis à la fin même vous le remplacez par un robot parce que c'est mieux. Et là vous sortez avec un nouveau genou, vous remarchez. Ah, super output pour Clayton Christensen. Vous êtes dans la haute valeur ajoutée. Et c'est là-dedans qu'il faudrait qu'on investisse massivement. Ah, ça paraît une très bonne idée, merci Clayton. Mais pour le reste, les maladies de système, les maladies de civilisation, l'hypertension, le diabète, l'obésité, il n'y a plus besoin de médecins. Il n'y a plus besoin d'hôpital. On va interconnecter les gens dans un WhatsApp de patients hypertendus. Vous allez faire un réseau social de patients hypertendus, géré par Pfizer. Et là, vous n'avez plus besoin de médecins, vous avez besoin d'un community manager. Et vous prenez un Michel Simès, charismatique, et puis vous le faites animer le réseau. Puis même mieux, vous lui faites faire de la recherche-action citoyenne. Parce qu'à un moment, il va dire « Qui veut essayer le nouvel antihypertenseur? Un seul médoc au lieu de 2. Moi, tout le monde sur WhatsApp. » Et là, vous cochez toutes les cases de la bien-pensance. On fait de la recherche citoyenne, participative et inclusive. Sauf que le réseau lui-même est administré par Pfizer. Alors ça, c'est la santé de demain. Et tout est prêt. Tout est déjà là. La seule chose à faire, c'est d'effondrer ceux qui restent de notre système de santé. Ah, mais le Covid est là pour ça. On a interdit aux médecins de prescrire. On a dit qu'ils étaient inutiles. Paracétamol, bonne chance, ça va, pas besoin d'un médecin. Hein. On a surchargé l'hôpital. On l'a mis dans le rouge. On a fait que les gens sont partis. On a suspendu un plan social à pas cher. On ne reprend pas les soignants suspendus, vous avez compris. C'est pas une affaire sanitaire, là. On est tous d'accord, c'est pas une question sanitaire si on reprend pas les soignants suspendus aujourd'hui. C'est une question politique. Parce que l'enjeu, c'est de détruire le système de santé. Il y a 5 ans, en commission médicale d'établissement, alors que je suis responsable de la mise en place de la protocolisation HAS, je suis président de la commission de gestion des risques et de protocolisation de mon hôpital, je dis à l'administration réunie devant moi et devant toute la commission médicale, je leur dis, pour les attaquer, si vous continuez comme ça, dans 5 ans, l'hôpital sera à vendre pour 1 euro symbolique à BlackRock. Personne n'a répondu. Et pourtant, c'était vraiment... L'enjeu était de les faire répondre, de les faire réagir. Et j'ai pas compris pourquoi sur le moment. Je me suis dit, mais c'était pas clair ce que j'ai dit. Mais j'ai compris ensuite que c'était précisément leur mandat. Ils étaient là pour ça. Et ils le savent. Ils sont là pour démanteler l'hôpital public, démanteler la médecine générale, détruire le système de santé, dans une logique disruptive de destruction, recréation, pour mettre en place un système de e-santé. Ce système de e-santé est la contrainte dans laquelle nous naviguons. Et là, comme le temps presse, je sais pas où j'en suis du temps, mais je vais essayer de faire ce constat de déploration d'un côté, et de dire que, au fond, c'est une chance. Puisqu'effectivement, cette e-santé nous amène doucement à la question de la médecine de l'information. Que les paroles que je vous donne, les lumières que vous recevez, ce que vous mangez, ce que vous buvez,
l'air qui vous traverse, la relation qui vous est thérapeutique ou toxique. Tout ça est de l'information. Les multinationales du médicament vont mourir. Elles sont déjà en train de mourir. C'est le feu de joie de leur existence. Leurs actifs sont passés à milliards et milliards d'euros sur l'Eurostock 50 ou les différents marchés boursiers. Mais vous verrez que dans moins de 3 ans, ils seront rachetés par Amazon, Google, Facebook. Et on laissera faire des procès à Pfizer en masse pour ceux qui resteront dans le bateau en train de couler. Et la préséance viendra à la data, à la médecine de l'information, gérée par les majors de l'information. Dans cette contrainte-là, est-ce que nous sommes capables de faire quelque chose, d'inventer une autre santé de demain où nous ne sommes pas des rouages d'un algorithme d'intelligence artificielle, mais nous remettons en place de l'humain? Si le réseau de patients n'est pas administré par Pfizer, et n'a pas Michel Simès comme animateur réseau, c'est plutôt une bonne idée d'interconnecter des patients ensemble. C'est plutôt une bonne idée de les faire chercher ensemble pour faire mieux. C'est exactement ce que nous avons fait avec Covisoin. Quand on nous a dit « paracétamol et bonne chance, les médecins ne peuvent plus traiter, les patients ne peuvent plus être soignés », on a constaté que les patients avaient monté en compétence et en puissance de manière très importante. Ils étaient plus au courant que les médecins que la vitamine D était intéressante, que l'ivermectine, que l'hydroxychloroquine, que la vitamine C, que le repos, que se nourrir correctement, que lutter contre les facteurs de risque, que les corticoïdes dans un régime, plus au courant que les médecins. Ça veut dire que les citoyens eux-mêmes sont en train de s'emparer de la question sanitaire pour rester en santé. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on voudrait, c'est revenir vers une médecine de la santé et pas un marché de la maladie. Ensuite, on a dit, bon, est-ce qu'on lutte contre, on continue d'invectiver le pouvoir en disant bande de salauds, etc., alors qu'on est censuré sur tous les réseaux? Non. On va interconnecter les patients, on va interconnecter les soignants, on va faire qu'il y ait des collèges et des groupes de travail qui se créent. Et il y a eu Covicure, Coviprev, Coviréhab, pour réfléchir sur des protocoles curatifs précoces, curatifs tardifs, Coviréhab de réhabilitation, Coviprev de prévention du Covid. Et tout plein de gens ont travaillé ensemble, médecins, diététiciens, énergéticiens, acupuncteurs, chirurgiens, réanimateurs, pour produire ces protocoles. Ces protocoles, on les a laissés comme des propositions, même pas des protocoles. Justement pour pas que ce soit fixe une fois pour toutes, mais dire c'est un enjeu, c'est un début de travail. Exactement comme Réinfo Covid est une invitation au travail. L'idée, c'est qu'ici, nous sommes des prétextes. En fait, on s'en fout qu'il y ait le CSI. Ce qui compte, c'est vous. C'est vous qui êtes en train de créer le système de santé de demain. Et pour ça, il y a un travail énorme à faire, qui est de comprendre que toutes les contraintes qu'on nous impose sont une chance. Le bébé, quand il commence à marcher, se cogne dans la table basse. Et puis, il finit par comprendre que s'il s'appuie sur la table basse, il peut se mettre debout. Et que là, ça y est, c'est lui qui arpente le monde et le transforme. Covisoin, c'est s'appuyer sur la table basse du Covid et dire, est-ce qu'on est capable de mettre ensemble des soignants, des patients, des collectifs citoyens, de leur faire proposer quelque chose au niveau thérapeutique qui soit autre qu'un système tel qu'on le connaissait, dans un système économique qui soit autre que ce qu'on connaissait, en l'occurrence le bénévolat et le don, pour la majorité. Donc là, vous pouvez réfléchir maintenant, on va parler beaucoup de médecine intégrative, etc. Il y a quelques jours, il y a eu une émission de Michel Simès sur la médecine intégrative. Et là, vous devez comprendre qu'il y a une danse entre ce qu'on est en train de faire et ce que les puissants et l'argent sont en train de faire. En permanence, on va naviguer ensemble. Et le but, c'est pas de créer une alternative. Vous avez fait votre phalanstère, vous êtes soigné avec vos plantes médicinales dans un coin. Ce serait une illusion. Peut-être qu'un jour, vous aurez besoin de chirurgie. Un jour, vous aurez besoin d'un dentiste. Un jour, vous aurez besoin d'anesthésie. Donc, ok, le système de santé s'effondre, mais il faut reprendre des morceaux de l'allopathie qui sont intéressants. Faut pas être anti-médecine, ce serait une erreur. De même, dans tous ceux qui vont émerger, il y a des gens qui vont dire « Ah, moi j'ai été soigné avec le jeûne va tout guérir. Moi j'ai été soigné avec l'homéopathie va tout guérir. Moi j'ai été soigné. » Et en fait, on retombe sur des gens dogmatiques, qui veulent imposer à tout le monde leur si belle santé, leur si beau projet, qui sont dans une maîtrise créative d'un monde projeté. Ils veulent forcer le monde. L'enjeu est plutôt de ressentir et de s'ajuster dans une logique non violente. Et tout ce qui va se passer dans les mois qui viennent est extrêmement intéressant, comme Aikido avec le pouvoir. Vous ne pouvez plus aller à l'hôpital, comment faire? Est-ce que vous êtes suffisamment créatif? Vous ressentez, vous pouvez vous ajuster pour faire des centres de soins qui sont capables de faire des sutures aux enfants sans avoir besoin de passer par les urgences. Vous avez compris que notre ministre de la Santé a résolu le problème des urgences en disant on les ferme cet été.
belle résolution de problème, que quand vous allez aux urgences, vous attendez 16 à 18 heures. Donc là, il y a tout un travail à faire. Et puis, voilà, c'était le propos introductif pour dire, nous sommes dans ce déferlement totalitaire d'une santé numérique déshumanisante. Très bien. Comment, à l'intérieur de cette contrainte-là, se dévoilent de très nombreuses failles dans lesquelles nous pouvons appuyer et mettre autre chose. Un autre système économique, un autre système de prévention, une autre façon de manger, etc. Et ça, c'est à nous de le faire. Il n'y a personne qui le fera à notre place. Alors, au travail pour la créativité pour les autres. C'est d'autant plus exceptionnel qu'il a 5 minutes d'avance. Est-ce que vous voulez rajouter un mot ou on continue avec Hélène? Je ne sais pas si vous avez des commentaires, des questions, des remarques, d'acerbes critiques. Covisoin est un premier jet, simplement. Vous avez peut-être tous entendu parler parce qu'il y a de très nombreux groupes. Il y a Christine qui est là, il y a de nombreux secrétaires, il y a des gens qui ont participé très activement à essayer que ça vive, à essayer de mettre en lien les gens. Et tout à l'heure, on aura Greg qui va nous parler à partir de ce point de départ-là, de ce premier essai de se mettre debout, qu'est-ce qui émerge et quelles sont les propositions qui vont arriver. Il y en a de très nombreuses. Et je peux vous dire que à tourner autour de la France, les soignants suspendus se mettent pas par terre en train d'attendre la mort. Hein. Ils sont en train de créer le système de demain. Et peut-être, c'est ce que je voudrais dire encore une fois, l'enjeu pour moi, c'est pas qu'on fasse une alternative, c'est de créer l'institution désirable. De faire que l'institution ait envie de venir. Parce que là, les gens qui sont encore à l'hôpital, ils sont dans une extrême souffrance. Et j'ai encore plus d'empathie pour les gens qui restent dans le système de santé tel qu'il est, c'est vrai aussi pour le système scolaire, etc., que pour ceux qui ont été suspendus. Parce que si vous me regardez, je suis pas triste d'être suspendu. Je suis libéré. Je pense qu'on peut dire, si en 2 mots, si on veut compléter ton propos, que tout est fait pour que les mutuelles prennent le marché de la santé en France. Hein. Ils l'ont pris au niveau des lunettes, ils l'ont pris au niveau dentaire, c'est-à-dire ils imposent maintenant, vous savez, si vous avez une mutuelle et vous en avez presque tous une, pour les dents, vous allez aller chez un dentiste agréé par la mutuelle. Pour les lunettes, si vous voulez avoir des lunettes à 100%, vous êtes obligé d'accepter les verres qu'on impose à votre opticien. Si vous sortez de ce carcan, plus rien n'est remboursé par contre. Donc c'est un peu le paradoxe. Le plus grand piège qu'on a eu ces dernières années, c'est d'imposer une mutuelle aux salariés. On croit que c'est un progrès, mais c'est la pire des choses qui pouvait arriver, à mon sens. Il y avait eu une étude qui avait montré, chez des seniors, ils avaient 60, 65 ans, ils allaient chez les médecins 4 fois, 6 fois par an, ils avaient différents traitements, ils avaient des lunettes, le dentiste, etc. Et bien on avait fait une comparaison, celui qui a la mutuelle la meilleure, celle qui rembourse le mieux, et celui qui n'a pas du tout de mutuelle, et financièrement, c'est celui qui n'avait pas de mutuelle qui était gagnant. N'oubliez jamais que, en plus, les mutuelles ne remboursent aucun soin qui sont pris à 100%, puisque par définition, ils sont pris à 100%. Donc ils sont gagnants tout le temps. Et c'est normal, puisque les mutuelles, c'est des assurances. Les assurances ne perdent jamais d'argent. S'ils commencent à en perdre, les cotisations vont simplement monter. Donc c'est un vrai piège, et ça fait partie, et ces mutuelles, bien sûr, appartiennent à des grands groupes. Ouais. Oui, alors je vais essayer non, je vais pas encore retrouver ma voix. Je vais essayer tu parlais de e-santé, en fait, il faut bien voir que rien n'a été créé aujourd'hui. Tout a été créé il y a bien des années, avec cette notion de territoire de santé numérique. Et vous êtes dans une région expérimentale, l'Aquitaine, au même titre que la Réunion. Qu'est-ce que c'est que le territoire de santé numérique? Nous on est Occitanie, je suis désolé, Occitanie. Tu mélanges pas les torchons et les serviettes. Je vais me faire des ennemis. C'est un projet de François Hollande, 2014, qui a donc fait 5 régions pilotes. L'objectif, in fine, c'est quoi?
il y a 2 points. C'est les données de santé dans le data. Et on le voit que, à partir du 31 janvier, vous pouvez accéder dans le cloud pour votre bien, ou à vos données de santé, vos allergies, votre groupe sanguin. La deuxième chose, c'est la transmission des informations. Depuis 2014 ou 2015, vous avez une des messageries dites sécurisées, MSS. Pas de chance que l'État a créé une messagerie qui s'appelait MSS. Il trouvait que c'était un peu bizarre quand même d'appeler une messagerie dite sécurisée dans les textes MSS. Ils l'ont donc appelée Mailise. Et vous êtes tous les médecins, tous les soignants ont un compte Mailise, même s'ils ne le savent pas. Comme ça fait du buzz. L'immense majorité des hôpitaux avaient une messagerie dite cryptée, qui s'appelait AppyCrypt. Ça a été la guerre cryptée depuis l'an 2000. Jamais piratée par une petite boîte à Dunkerque. Donc tout ça pour dire que la e-santé, c'est pas Macron, c'est même pas Hollande. C'est une volonté de mettre les datas bien au-delà du cabinet médical. Puis ils vont vous dire, ah oui, mais au moins c'est sécurisé, si votre cabinet brûle, au moins non, si le cabinet brûle, on a peut-être suffisamment de jugeote, soit de mettre des sauvegardes internes. La majorité des médecins que vous avez, les médecins traitants, leurs données ne sont plus sur leur ordinateur. Ils sont ailleurs. Alors c'est très simple, mais il faut bien voir que ces données, elles vont pouvoir être vendues, elles vont pouvoir être rachetées. Et ce que tu disais, et on le voit avec ces TSN, territoire santé numérique, 5 régions pilotes, Île-de-France, Aquitaine, Bourgogne, Rhône-Alpes, Réunion. Et la Réunion avait le projet de santé le plus complet. Complet par rapport à quoi? Par rapport à la loi santé 2016. Et on en reparlera après. Et donc voilà, tout ça, la e-santé, c'est quelque chose qui est venu progressivement dans la méconnaissance totale de la plupart des personnes, soignants et patients. Et tout d'un coup, ça nous tombe dessus. Et on obtient donc le dossier médical partagé, qui était partagé, au début c'était personnel, fondé par un ancien ministre au CHU de Toulouse. Et puis il est devenu donc, depuis quelques mois, dans le cloud. Alors merci d'avoir souligné que la santé finalement c'est un enjeu économique aussi, un enjeu financier et un enjeu de solidarité ou d'asservissement par la question du remboursement, et puis d'avoir souligné le fait qu'il y a la question des données de santé, du secret qui est inhérent normalement à la question médicale, qui disparaît dans cette affaire. Et on peut imaginer que quand on parle de santé de demain, on parle non seulement du soin direct, comment on soigne, l'épigénétique, la prévention, telle ou telle médecine ou telle pratique de soins, mais effectivement il y a ces questions financières, ces questions de sécurité des informations et des données, et il y a 2 autres questions qui sont l'enseignement et la recherche. Comment on enseigne la médecine? Comment on enseigne et on transmet? Est-ce que, ça y est, la Direction Générale de la Santé nous envoie une directive 1 jour sur 2 actuellement, pour changement de la doctrine vaccinale, etc. Notre façon de travailler est complètement pilotée par des instances administratives comme la Haute Autorité de Santé ou des choses comme ça. Et ça accourt aussi pour l'enseignement maintenant, puisque l'enseignement ne transmet que les directives médicales opposables, références médicales opposables. Ainsi, quand des jeunes médecins apprennent la question vaccinale, par exemple, ils ont un cours de 2 heures ou 4 heures, et puis c'est terminé. Et ils apprennent les 11 vaccins obligatoires, le calendrier vaccinal, et les 5 punchlines pour le vendre. Mais c'est tout. Il n'y a pas de retour critique sur l'ensemble de la littérature scientifique qui sous-tend tel ou tel vaccin de manière précise. On leur apprend un dogme, comme les gens qui répètent le dogme, comme ça, vous savez, face au mur, en psalmodiant. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, l'enseignement de la recherche, pour faire des médecins qui soient dociles au protocole. C'est ça qu'on veut. Un bon médecin, c'est quelqu'un qui est docile au protocole aujourd'hui. Et demain, ce sera plus un médecin, ce sera un infirmier en pratique avancée. Et puis après-demain, ce sera un robot. Et donc il y a cette question de l'enseignement, il y a cette question de la recherche, c'est comment on valide un savoir, comment on crée le savoir. Aujourd'hui, vous avez tous compris que la recherche est frelatée, que
plus de 50%. Là, Jean-Dominique a de très nombreuses citations croustillantes des différents rédacteurs en chef des différentes revues les uns derrière les autres, mais globalement plus de 50% et plus de 80% de ce qui est produit aujourd'hui par la littérature scientifique n'est que le prolongement des départements marketing des laboratoires pharmaceutiques, et plus du tout fait pour savoir le vrai du faux, le bien, le juste, etc.